petit comité, donc ça peut être sympa que si vous voulez, en tout cas, participer et interagir, il n'y a vraiment aucun souci, au contraire. Et il y a pas mal de fois où je vais vous demander d'interagir par rapport à l'écran. Donc, au cas où, voilà, vous pouvez regarder. Sinon, donc, une petite intro rapidement, parce que c'est pas le but de faire une bio de 4 km sur moi. Je suis une musicienne et une ancienne joueuse de poker. Donc, le point commun, finalement, en tout cas, entre tout ça, pour vous résumer, c'est qu'en gros, je suis une geek qui communique. Donc voilà, en commun, il y a l'imagination, l'évasion, j'essaie d'avoir un peu plusieurs vies, le goût du challenge, l'esprit sportif et aussi le non-verbal. Donc c'est vrai que moi, le poker, j'y suis arrivée parce que tout simplement, c'était un énième jeu et pour moi, une découverte j'étais très déjà jeux vidéo, je trade tous les jeux en fait possibles. Et j'ai eu la chance de remporter donc le championnat du monde en 2010, le WSOP, donc le championnat monde 12 en 2010. Donc ça a été super pour moi parce que c'était un peu la consécration de la joueuse. Moi je l'ai pas vu forcément joueuse de poker. Je me suis dit ah ça y est enfin il y a quelque chose qui me dit que j'ai passé 20 ans à trade, à faire des jeux de rôle. Je suis toujours restée avec cet esprit très très enfantin. Et c'est vrai que bon bah après le poker, bon il se trouve que c'est pas un monde vraiment de bisounours. C'est quand même un combat psychologique et stratégique, on va dire. On dit que c'est poker, poker is war, on le dit souvent. C'est vrai que moi je trouve que c'est surtout un combat psy et stratégique assez permanent. C'est un jeu de décision, de sang-froid, de négociation, d'instinct, de beaucoup de choses, d'acting, d'enquête. Et je trouve que cette mise en danger permanente, en fait, si vous voulez, en gros, on n'en sort pas indemne en fait d'un tournoi de poker à haut niveau. Qu'on le gagne ou qu'on le perde. La plupart du temps, en vrai, on le perd, hein, souvent. On doit s'adapter sur le moment. Après, à la victoire, à la défaite, c'est quand même assez difficile comme passion, en fait, par rapport à d'autres jeux, parce qu'il y a d'autres enjeux et ça devient sérieux. Et c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui n'était pas habituel. Mais pour autant, s'il y a de la compétition, on se dit quand on est joueur, bon ben on va y aller à fond. On va réveiller ce côté compétiteur en nous parce que finalement on n'est pas là pour enfiler des perles. On a joué à des jeux de stratégie, on a joué à la belote, on a joué à des jeux vidéo, on est allé au fond du game. J'ai cliqué partout sur Professeur Layton pour trouver tous les petits objets possibles. J'avais toujours 100%, c'est pas pour rien. Donc tout ça, un jour, si ça peut payer, entre guillemets, c'est ça qui m'a fait plaisir de rendre la chose aussi sérieuse. Donc je suis vraiment allée à fond dedans et j'avais aussi conscience malgré tout, surtout de l'intérêt de ma part, de le voir aussi d'un œil très finalement très communication non verbale, très langage corporel. C'est-à-dire que au bout d'un moment, moi j'essaie de le voir comme un jeu de rôle. Je l'ai beaucoup vu comme ça, en me disant finalement tant pis, quelles que soient ces cartes, quels que soient les jetons qu'il va mettre, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vais regarder sa tête, dans quel rôle il est, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et je pense que c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup aidé, en tout cas cette expérience du jeu. Et je voulais partager avec vous en fait ce que ça peut apporter finalement d'être un joueur dans sa vie de tous les jours, dans sa vie pro bien sûr, mais dans sa vie personnelle. Donc, dans mon cas, en fait, j'ai fait un peu là deux parties assez simples où finalement il y a l'autre et il y a moi-même. Parce que finalement, vous allez voir que de toute manière, cibler quelqu'un, c'est aussi faire attention à soi-même. Parce que de toute façon, c'est un vaste mystère. Les émotions qu'on va comprendre et puis les émotions qu'on va envoyer, tout ça, voilà, ces informations-là, qu'est-ce qu'on va rater, qu'est-ce qu'on va envoyer qu'on ne voulait pas envoyer, tout ce jeu de communication. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours un échange comme ça, un jeu de miroir. Euh, Là, cette partie-là, c'est un peu pour vous montrer très rapidement, en fait, que la partie du joueur en vous,
cette partie empathique, cette expérience que vous avez déjà, ça va vous aider de toute manière à beaucoup de choses. Ça vous, je pense, fait connaître les gens beaucoup plus rapidement. Un joueur, finalement, il est déjà habitué à profiler, que ce soit un maître du jeu dans un jeu de rôle, que ce soit même des parties entre amis que vous faites régulièrement ou des joueurs que vous ne connaissez pas. Finalement, ben, tu vois la personne jouer, elle en dit énormément sur elle. Moi, je vois en jeu de rôle, personnellement en tout cas, j'ai remarqué que on joue souvent les héros qu'on aimerait incarner. Moi, je joue un peu mon fantasme, mais c'est pas trop loin de moi. En jeu de rôle, je vais jouer ou en MMORPG, c'est pareil. Je vais souvent aller vers la petite elfe des bois qui a des attaques à distance, mais en vrai, dans la vie, de toute façon, je vais jamais combattre au corps à corps et je suis plus forêt et elfe que orc avec une hache. Et donc, du coup, je me dis, finalement, c'est peut-être plus dur de s'improviser quelqu'un d'autre. Et après, bien sûr, ce sont des généralités, mais le joueur en nous, finalement, peut en savoir beaucoup déjà sur les autres, mettre cette expérience à profit, en fait, dans notre vie en général. Là, par exemple, c'est une classification de Donjons et Dragons. Donc, il nous dit, il y a le Power Gamer, comme vous voyez, bon, le Slayer, tout ça. Et en fait, on n'est pas, c'est pas noir ou blanc en fait. Moi, je me retrouve dans plein de ça. Par des fois, bien sûr, qu'il faut être Slayer, même si en fait, je suis pas, bien sûr, je suis pas à fond Slayer en fait. Je suis plutôt storyteller. Le joueur de jeu de rôle, il va être plutôt par là. Le thinker, c'est un peu celui qui aime résoudre des puzzles, des escapes, des mystères. Il y a l'aventurier. Alors bien sûr, on peut être une combinaison de tout ça. Moi, c'est ça que j'aimais bien, c'est de pouvoir un peu voir où on pouvait être. Et j'ai remarqué que récemment, il se trouve que récemment à la télé, Harry Potter est repassé et il y a eu un espèce d'amour à nouveau, de rengain, d'amour pour ce film et cet univers. Et moi, j'y suis passée en tant que maman, en tout cas. Quelle maison tu es? Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fin de compte, comme un joueur de poker, il peut catégoriser finalement quelqu'un assez vite en se disant, bah, bon, ben, ou même quand on joue aux jeux vidéo, on se dit, tiens, lui, il est vert. Ça veut dire c'est un fiche. En poker, on va dire c'est un fiche. Ça veut dire c'est un newbie, en fait. Ça veut dire c'est un débutant. Bon, bah, très bien, mais ça veut dire qu'en fait, on a catégorisé la personne assez vite. Alors, bien sûr, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout du genre à faire des généralités, mais malgré tout, il y a des choses qui sont assez parlantes. Et à la place de faire des fois les tests, on peut tout simplement regarder les résultats et on se dit, tiens, je suis plutôt ci, je suis plutôt ça. Alors, c'est assez rigolo parce que chez nous, il se trouve qu'il y avait 4 maisons réunies et il y a des gens un peu dans le déni. Moi, par exemple, je suis Gryffondor, mais je trouve que je suis un peu Serdaigle. Alors, ma fille était parce qu'elle trouvait que j'étais Poufsouffle, l'autre trouvait que j'étais Serdaigle. En fait, je suis Gryffondor. Bon, ok. Mais n'empêche que ça met quand même un peu déjà, un peu une sorte de curseur. Tiens, lui, il est plutôt là. Ou, voilà. Et ça peut en dire un peu sur quelqu'un. Alors, insidieusement, moi, ça m'est arrivé en tout cas à une table de poker de dire ah, c'est quoi ta main préférée? Et il faut voir que même à des tournois, mais super pro, où l'entrée est chère et tout, on peut se dire bon, quand même, il n'est pas aussi bête, enfin, c'est pas possible. Eh ben non, le gars, il va te répondre moi, ma main préférée, c'est Assez Roi. Et la main que j'adore aussi, c'est 9 et 3 parce que je viens du 93. Et je joue jamais Dame de pique, ça me rappelle mon ex. Super. Le mec, il t'a raconté sa vie. Maintenant, toi, tu as noté toutes tes infos sur le truc. Et donc, si en plus tu joues de ça, c'est merveilleux. Et là, moi, je trouve qu'en fait, cette manière-là, finalement, de profiler, c'est profiler les autres et c'est aussi, pourquoi pas, se sonder soi-même. C'est pour ça que je vous disais, c'est le fameux un peu vase communicant quand on répond à ce genre de sondage. Alors moi, je trouvais que justement, comme il y avait débat dans ma famille, je me suis dit, peut-être que c'est un peu enfantin, 4 maisons. Alors, je me suis dit, en fait, moi, finalement, je suis, par exemple, Griffon d'Aigle. Là, ok, parce que j'ai autant pratiquement de pourcentage Serdaigle que Gryffondor. Donc, en vrai, j'étais Griffon d'Aigle souffle. Mais là, bon, bah, c'est compliqué. Voilà. Alors après, si t'es Pouf d'Or, c'est ton problème. C'est un problème de traduction, ça fait ça. Mais en vrai, c'est pour dire que quand même, nous, en tant qu'adultes, normalement, on met un petit peu voilà, de moyenne dans tout ça. On n'est pas forcément aussi catégorisé que ça. Donc moi, je trouve que c'est ce genre de profilage,
d'outils. Ça peut servir pour soi-même, évidemment, entre amis, comme ça. Mais ça peut être aussi, finalement, pourquoi pas, avec un client, à une réunion, de dire, voilà, en icebreaker, ou juste de savoir un peu de sonder. Et pourquoi pas de faire un personnel de la personne, en tout cas, qu'on veut découvrir. Donc, que ce soit un partenaire, un client, n'importe quoi. Je me dis, ça peut. Ah, INTJ, je vois. Ouais, moi, je suis ENFP. Alors, des fois, je suis aussi ENFJ, mais il y a débat aussi, hein, c'est pareil. Alors, tout le monde, évidemment, c'est le genre de test où des fois, bon, bah, on peut dire, ah oui, mais c'est pas exactement. Moi, j'aime bien partir du résultat. Je me dis, on choisit comme ça, on est d'accord avec soi-même, hein. Et à la fin, mine de rien, si on fait un peu tout ça, en rajoutant aussi les moving motivators, alors ça vient d'un jeu sérieux de management 3.0, et on nous dit, voilà, c'est quoi tes valeurs principales, tu vis pourquoi? Bon, ben, si toi, par exemple, tu dois en choisir trois là-dedans, et que tu dis liberté, but, pouvoir, ok, c'est bien, mais si ton groupe répond aussi la même chose, et tu dois aussi répondre à la question, par exemple, quelle est celle qui a le moins d'importance pour toi? Après, ça permet finalement un débat, ça va ouvrir la conversation sur pas mal de choses. Vous allez voir ce que vous avez en commun, ce que vous n'avez pas. Voilà, par exemple, liberté, curieuse et but. Ben, mine de rien, en trois mots, j'ai appris finalement pas mal de choses sur toi. Et c'est une manière de dire finalement, même quand tu joues à des tout petits jeux, des party games ou des jeux vraiment très longs, comme peuvent être les jeux de rôle, finalement, c'est vrai, moi je trouve, le dicton qui dit que tu connais beaucoup les gens en jouant, parce qu'en en quelques mots, ils peuvent te résumer des situations, en dire beaucoup sur leur personnalité, dans leurs avatars, dans beaucoup de choses. Et à la fin, là, il se trouve que c'est ma cartographie, mais très vite, je me dis, ça peut faire un CV, ça peut faire une matrice, comme vous voyez en bas. Là, par exemple, j'ai mon fameux griffon d'aigle, donc je me suis inventé un animal qui était un lion ailé. J'ai pris les deux couleurs que j'aimais le plus dans les deux maisons, j'ai pris ce qui me correspondait plus et les célébrités que j'aimais le mieux. Donc finalement, je me fais ça un peu à ma sauce, je me vends. Ça fait du bien aussi. Et je me dis, ok, bah moi je mets en avant que je suis plutôt aventurier, plutôt à réfléchir, et puis j'ai envie d'aller au bout des choses, et je suis très sur les relations sociales, la curiosité. Et ben mine de rien, un employeur il peut finalement ben, se servir de ça. Et puis vous pouvez lui dire, moi je suis désolée, j'ai eu la preuve de ça parce que j'ai fait le test de Gryffondor, hein, le Choixpeau a dit que j'étais courageux, donc voilà. Et s'il te croit pas, bah en fait t'as pas envie d'aller bosser pour lui parce que toi, moi c'est ça mon idée de dire voilà, tant pis. Mais mine de rien, ça fait tout un truc. Ou même, tu vois, par exemple, la cartographie sur la curiosité, relations sociales, le management 3.0, c'est utilisé, moi, je l'ai eu en entretien d'embauche. Et je pense que là, si par exemple la startup, elle a répondu, elle, tous ses employés ont répondu curiosité, relations sociales en un et 2, que toi, tu as mis relations sociales en dernier, ben en vrai, c'est mort, quoi. Donc, du coup, pareil, si tu mets ordre en dernier et que tu arrives dans une usine Ford, ben, ils vont te dire dégage. Et mine de rien, ben, c'est une manière un peu de se situer. Et là, vous voyez, à la fin, ma matrice, elle part du management 3.0. Et elle dit, par exemple, curiosité, maîtrise, là, relations sociables. Et puis, elle dit, je suis les fonds d'aigle. Alors, je regarde, et elle dit aussi, je suis explorer, thinker, ça vient de donc, Donjons et Dragons. Et elle dit tout ça. Et à la fin, du coup, ça fait une espèce de matrice où on se dit, bon, ben, finalement, même si moi, en tout cas, je ne savais pas mes soft skills, ce truc, il me dit que je suis plutôt comme ça ou comme ci. Et en tant que joueur, finalement, il ne faut pas, en tout cas, je pense, négliger pas mal de soft skills qu'on a acquis pardon, grâce au jeu. Au poker, il y a un truc rigolo, c'est que il y a ce qu'on appelle des tels. Et les tels, j'aime beaucoup le mot en anglais. Malheureusement, en français, il est compliqué à traduire, je trouve aussi bien. Parce qu'en fait, c'est des signes qui racontent une histoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner des indices. Et il se trouve que dans les tels au poker, il y a la manière de ranger ses jetons. Et je me dis donc finalement, il y a la manière dont tu joues, il y a aussi la manière dont tu ranges. Finalement, il n'y a pas que le langage corporel, il y a tout ça, c'est de la communication non verbale. C'est finalement dire, moi tiens, je vais éteindre le son et je veux voir ce que ça fait quand j'éteins le son. Qu'est-ce que je vois? Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les éléments du décor qui sont pas au premier plan et de se dire, ok, très bien, lui, il me dit ça, mais en fait, tiens, bah, c'est pas grave, moi, je vais regarder ailleurs. Il me raconte ça, c'est peut-être du blabla. Moi, je vais regarder plutôt son bureau, comment il est rangé, ou ses jetons, comment ils sont empilés. Et en fait, au poker, par exemple, on sait que
La grande photo que vous voyez là, il a fait des tours. Il n'est pas obligé de faire ça. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire attention. Moi, là derrière, il y a le magicien dans sa tour. Je t'envoie des boules de feu si tu arrives. Il y a quelque chose là dans ces jetons. C'est pas que son regard. Tout, tout ça, en fait, c'est cet ensemble de choses qui va nous donner des messages. Et là, je vous ai mis le créatif. Alors lui, ça arrive rarement, hein. Lui, carrément, il fait des sculptures. Lui, il est en mode Rodin. Bon, là, on peut se dire quand même quelque chose. Tiens, peut-être que ce gars-là qui me fait du Rodin au poker, est-ce que il va pas plus, par exemple, être aussi créatif que quelqu'un d'autre, que par exemple le sérieux qui a bien empilé ses jetons là. Et on voit que lui, il a tellement bien empilé ses jetons que même l'adversaire peut compter précisément combien il a. Certainement là par exemple les oranges, il a fait je pense des piles de 20. Donc ça y est, on sait qu'il a par exemple 2000 par pile d'orange, on va savoir combien il a. Et là le dissipé, pouf, il a mis ses jetons n'importe comment. Et lui, ça veut aussi dire quelque chose au poker. Ça veut dire, certainement, il va oser plus de choses que le sérieux. Le créatif, il va se permettre des sortes de moves, des sortes de trucs qui va peut-être un peu te surprendre, peut-être qu'il va plus te bluffer. Et finalement, bon, bah, c'est un peu des préjugés, mais ça peut dire quelque chose. Je vois pourquoi cela arrive rarement. Les créatifs au poker, oui, parce que cela, c'est dangereux. Et c'est dangereux aussi. Enfin, alors les jetons, j'entendais, c'est rare d'empiler ces jetons de cette manière. Mais parce que bon, le gars là, faut quand même qu'il maîtrise, hein. Moi, je sais que si je fais ça, je fais tout tomber. Mais en plus, le créatif au poker, il prend des risques par rapport au sérieux. Le jeu sérieux, on va dire, il va rechercher le jeu idéal. Il va essayer d'être le plus proche possible d'une IA qui ne fait pas d'erreur. Donc c'est MIT. Le créatif, là, on est dans l'artiste. Il va prendre des risques qui, des fois, vont vraiment payer. Et des fois, ça va coûter son élimination. Donc, c'est des infos qu'on peut avoir juste en voyant leurs jetons. Mais moi, je me dis, c'est pas que les jetons. Si tu regardes mon bureau, je peux t'assurer que même actuellement, là, bah, c'est bien que tu vois pas mon bureau. C'est bien que tu vois cette présentation parce que je serais plutôt au niveau du dissipé et j'étais comme ça au poker aussi et ça voulait dire que j'étais plutôt fantasque, plutôt créative. Donc, il fallait s'attendre peut-être à des coups un peu de Trafalgar venant de moi. Et donc, je pense que c'est pas que les jetons, c'est peut-être comment tu ranges ta chambre, comment tu ranges ton bureau. Ben, il suffit pas finalement, je me suis dit, de regarder la personne, quelle tête elle fait. Il faut regarder son décor. Et au poker, on disait beaucoup aussi avant, il était permis, par exemple, à ton conjoint de regarder tes cartes. Et puis, voilà, bon, évidemment, pas de te parler, mais elle pouvait voir tes cartes, par exemple. Ou des amis, entre amis. L'ami passe et puis il regarde tes cartes. Et là, ce qui est génial, c'est que toi, en tant qu'adversaire, eh ben, il suffit de regarder la tête des amis. Et là, c'est énorme les informations qu'on peut avoir parce que ce qui est génial, c'est que le gars en face, il a beau avoir la super poker face du monde, si tous ses amis ils le trahissent en faisant une tête qu'on va voir là tout à l'heure, bah, c'est foutu. Voilà, il suffisait de regarder ses amis. Donc c'était pour vous dire l'importance du second plan en fait. Voilà. Et là maintenant, je voudrais aller avec vous donc sur l'observation. On est dans la partie encore d'aller essayer de scanner l'autre, en fait, en toute bienveillance, hein, bien sûr, parce que là c'est pas le Big Brother, hein, c'est vraiment pour développer de l'empathie avec lui. Parce que là, justement, c'est pour vous montrer, il y a un gros troll, mais c'est pour dire, euh, repérer l'autre, scanner l'autre, c'est pas forcément pour lui nuire. C'est par exemple, moi, en tant que facilitatrice, il m'arrive donc de gérer des groupes où il peut y avoir, on sait ce que c'est qu'un troll. Un troll, c'est l'élément un peu perturbateur du groupe. Pour le gérer, déjà, il faut l'avoir identifié. Et si jamais vous avez vu le troll avant même qu'il ait agi, vous allez pouvoir lui servir une sorte de traitement spécial, un menu troll. Et la même chose pour le timide. Par exemple, en l'occurrence là maintenant, d'ailleurs, je ne vais pas le nommer, j'ai assisté à la fin de la conférence d'avant. Je sais qu'il y a un timide dans la salle. Je ne vais pas lui dire maintenant, viens sur la scène. Et donc, cette espèce de repérage que vous allez faire avant, de cibler, ça va vraiment aussi aider à mettre l'autre en confort. Et c'est un peu ce qu'on veut chercher dans la relation avec autrui, je pense. Ce réconfort et soi-même ne pas se mettre en danger. Donc, il est grillé, voilà. Mais voilà, c'est l'idée. Et l'idée, c'était voilà, de se dire, voilà, très vite,
pourquoi pas voir ces signes avant-coureurs. Il y a des signes pour voir si cette personne, est-ce que je peux lui faire la bise ou non. Récemment, moi, j'ai offusqué quelqu'un en l'appelant par son prénom. Elle m'a regardé, elle m'a carrément dit pratiquement, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je l'avais juste appelé par son prénom. Donc vous imaginez si je l'avais tutoyé ou si je lui avais fait la bise, je perdais le contrat. Bon, en vrai, je l'ai perdu du coup, puisque de toute façon, je l'appelais par son prénom. Mais, mais c'est pour vous dire, mine de rien, j'aurais peut-être pu regarder, voir comment elle faisait autour d'elle, et puis j'aurais pas appelé comme ça. J'aurais dit madame, voilà. Et on peut aussi éventuellement, là c'est ma deuxième photo à droite, repérer les signes de burn-out chez un collègue, repérer beaucoup de choses avant l'heure en fait. C'est ça l'idée un peu d'essayer de devancer. Et donc là, je voudrais vous présenter rapidement les émotions de Paul Ekman. Il en a repéré 6. Là, je vais vous les dire et après vous allez les trouver très facilement. Parce que là, en fait, j'ai fait exprès de faire des doodles pour montrer que finalement, il ne faut pas se compliquer la vie. Le joueur de poker qui arrive à lire dans l'adversaire, c'est pas parce que c'est Sherlock Holmes et il n'est pas non plus, enfin, c'est pas un magicien. En fait, c'est juste qu'il y a vraiment des choses qui, des fois, ben, on les voit pas, mais en fait, il faut rentrer dans cette espèce d'observation vraiment active pour les voir. Et on se rend compte que c'est assez simple. On les connaît déjà certainement. Des fois, on n'a pas les mots, l'expérience ou l'entraînement. Mais c'est super simple de pratiquer ça aussi, puisqu'il suffit de regarder les gens dans le métro ou de regarder la tête de vos enfants quand ils vous racontent un bobard. Enfin, c'est très, très, très facile de pratiquer. Donc là, en haut à gauche, vous avez clairement la colère. Au milieu, en haut, vous avez la joie. En haut à droite, vous avez, oui, là, on voit pas le corps, mais bon, vous avez la peur. Là, il y a très peu de différence avec en bas à gauche, mais c'est la surprise. En fait, l'idée, c'est que par rapport à la peur, la surprise, c'est à peu près la même chose, sauf que la peur est beaucoup plus figée. Donc là, vous voyez qu'il y a très peu de différence sur le doodle. C'était fait exprès pour montrer que ça agit sur très très peu d'endroits sur le visage et du corps. Là, on voit que les sourcils, ils sont pas pareils, par exemple, pour la peur et la surprise. Et aussi, il est beaucoup plus figé, celui qui a peur. Là, on a le dégoût tout en bas au milieu. Et on a la tristesse, où là, on a le corps affaissé. Et évidemment, tout le reste qui va avec. Donc maintenant, si vous le voulez bien, vous pouvez essayer de me dire, par exemple, c'est facile, en fait, dans ces 6 images, il y a ces 6 émotions. Et c'est Paul Ekman, en fait, qui a classifié ça. C'est donc un psychologue, un neurologue qui a fait beaucoup avancer la science du langage corporel. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. On a une question en parallèle dessus. Oui, c'est pour ça que je regarde en même temps. Je me demande ce que tu voulais dire par rapport à faire les 6 persos. Oui, ok. Oui, ben, c'est un peu ça, oui, au poker, c'est vrai que justement, moi j'ai essayé aussi, pour moi j'ai en tout cas approché le poker comme un jeu de rôle et j'ai essayé d'endosser ces rôles-là. En me disant, il y a des fois, c'est même très dur, parce que moi, il m'est arrivé en tout cas de faire un coup où j'ai quand même fait sortir une fille en pleurant. Donc, moi, dans la vie, je suis plutôt bisounours, justement, donc c'est quand même assez compliqué d'assumer. Après, on se dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, un peu, hein, pour les références des années 1914. Mais, mais en vrai, c'est compliqué ce qu'il faut faire. Mais je me dis, à la guerre comme à la guerre. Et j'ai essayé pour moi, c'était enfiler un costume. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu joué de ça parfois, essayer justement et comme tu disais, de jouer les 6 persos. Je pense que c'est justement ce qui est intéressant pour le joueur de poker. Il a peut-être intérêt justement à switcher d'un rôle à l'autre. Il peut pas montrer uniquement cette facette-là de lui ou une autre parce qu'il va être sinon complètement grillé. Donc là, pour vous, donc la première image, ça serait quoi pour vous? Vous pouvez allumer vos micros hein, comme vous voulez. Donc oui, la première, on est sur la tristesse. La deuxième, c'est très très spécifique. Ça se voit beaucoup beaucoup. Il ne faut pas tout le temps regarder les yeux. Les gens pensent beaucoup que
les expressions vont passer par les yeux. Donc, regardez autre chose. Là, il y a beaucoup sur la bouche. Donc, oui, là, on a la colère. Vous voyez comment elle a les lèvres pincées. Elle retient quelque chose et ça se voit. Voilà, ça ne peut pas sortir, mais c'est quand même là. Donc, mine de rien, bah, ça, si on le voit avant, bah, c'est mieux qu'après, hein, forcément. Et là, alors, celui-là, bon, hein, évidemment, celui-ci, c'est la joie. Là, on a une vraie image de dégoût en bas à gauche qui est prise à koh. Donc, elle est vraiment dégoûtée. Je veux dire, c'est pas une actrice. On voit que ça se joue beaucoup sur les coins de la bouche euh, et, euh, et sur le nez un peu retroussé aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai abordé ce sujet du langage corporel, on m'a dit, il faut peut-être pas comparer les humains aux animaux. Et donc là, j'ai dit oui, oui. Et j'ai mis un animal parce que je me suis dit, ben, c'est pas possible de ne pas les comparer. Là, par exemple, vous avez la peur, hein, c'est votre chat qui a peur. Même si vous connaissez rien aux animaux, vous avez compris qu'il avait peur quand il fait cette tête-là, vu qu'il est pareil que vous quand vous avez peur. Et là, vous avez la surprise en dernier, avec bien sûr les sourcils relevés. Et la bouche peut être plus ouverte que ça, mais elle a l'air inquiète. Elle peut aussi bien sûr ressentir deux émotions, la colère et l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et c'est justement ce que je vous, Albertine, tu donnes la note pour la diapo d'après parce que c'est pour vous dire que justement dans la vie, c'est pas figé. Un peu aussi ce que tu disais, Zixi, de tout à l'heure, c'est le côté est-ce qu'au poker, finalement, on peut être un seul perso? Ben, on est rarement ça, en fait. Et on va y revenir aussi tout à l'heure. On va rarement ressentir qu'une seule émotion, montrer qu'un seul truc. Et là, en fait, dans ça, vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans ces photos-là. Et donc, dans la photo, vous voyez en haut à gauche, pour moi, c'est très, très évident là. Il en a deux très, très fortement là, quand même, hein, parce qu'il y a des indices aussi d'expression, selon Ekman. On pourrait dire que là, par exemple, est-ce que c'est faible ou non? Bah là, non, non, là, c'est plutôt très fort, hein. Donc là, il est à la fois triste, très très nettement avec le sourire, parce que moi, c'est ce que j'appelle le sourire Jeanne Moreau, c'est super dur à imiter. Et il est surpris. Donc il est surpris et triste. Il vient d'apprendre quelque chose qui le rend triste. Si vous voyez ça chez quelqu'un, c'est une info aussi intéressante. Là en bas à gauche, c'est Fort Boyard, il est joyeux et une émotion qui va pas avec. Oui, celui-là je l'aime bien parce que en vrai, moi jamais, je pense que tu peux me voir comme ça. Pour moi, il n'y avait que les enfants. C'est genre, ah, c'est dégoûtant, mais bon, c'est rigolo. Bon, ben voilà, faut déjà trouver ça rigolo. Mais il est bien sûr le dédain, c'est ce que tu dis, c'est la colère que tu vois, c'est le dégoût en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que Paul Ekman, il dit que la colère, le dégoût, c'est le plus gros visage de la haine. Et finalement, les gens vont penser que le pire que tu peux voir chez quelqu'un, c'est un visage de colère. Et en fait, c'est quand il a un visage de dégoût, quand il a une expression de dégoût qu'il faut partir en courant, en fin de compte. Et là, au milieu, Noah, il a deux expressions aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est surpris d'avoir gagné, je n'espère pas, mais il est surpris et il est joyeux. Voilà, exactement. Alors, en bas à droite, là, pour le coup, en haut à droite, pardon, il faut vraiment partir en courant. Là, c'est sûr. Il a tout ce qu'il faut, lui, pour quelqu'un vient de dire quelque chose en face qui est vraiment immonde. Là, s'il peut partir, il s'en va, le gars. Là, oui, là, il a la colère et le fameux, voilà, et le fameux dégoût d'Ekman. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et là, en bas, nous avons Super Nanny. En fait, je prends la photo au moment où il y a une fourchette carrément qui lui passe à côté. Donc, oui, là, il y a la surprise et la peur. Je vois que Albertine, t'es super forte parce que justement, on peut se dire là, bah, il n'y a que la surprise ou il n'y a que la peur, mais en fait, il y a vraiment les deux parce que elle est complètement figée, mais elle est complètement surprise aussi. Il y a de quoi, faut dire, hein. Il y a de quoi. Là, je voulais juste vous montrer ça pour vous dire, à votre avis, quel est, voilà, le poker, tu as ouvert ses portes. Quel est, à votre avis, ici, le vrai sourire, le faux sourire? En fait, il y a un petit Français qui a dit, qui s'appelle Duchesne, qui a dit le sourire. Je vous donne quand même un petit hint. Le sourire, ça se passe pas au niveau des yeux, ça se passe pas au niveau de la bouche, ça se passe au niveau des yeux. Parce qu'en fait, le sourire, tout le monde sait faire des sourires, un peu de politesse, tout ça. Donc, on va regarder ailleurs. Alors là, vous avez Nicole Kidman.
effectivement faux, donc ça n'empêche pas que ça soit un joli sourire, c'est un sourire de politesse. Ça n'empêche pas que ça soit utile de temps en temps. Là, nous avons là, ça montre aussi que, bah, il y a pas besoin d'avoir de dents, hein, pour, faire un vrai sourire. C'est une vraie joie. On voit, ça provoque des pas de doigts au niveau, des yeux et il y a un vrai rehaussement de tout le visage, hein. Et là aussi, c'est un vrai sourire. Alors peut-être que c'est parce que c'est lui. Non, je suis peut-être un peu non, j'essaie d'être objective, mais il est très fort aussi en acteur, donc peut-être qu'il nous bluffe. Mais en tout cas, il a le visage rehaussé, ça a l'air d'être un vrai sourire, mais je mettrai pas ma main à couper comme avec elle. Là, je voudrais que vous essayiez de trouver, c'est pour vous dire aussi comme ça, vite fait, quand vous n'avez pas le temps, vous voyez quelqu'un, que vous le connaissiez ou non, finalement. Au bout d'un moment, on peut faire un arrêt sur image sur quelqu'un quand même. Qu'est-ce que vous pensez que ça représente, cette émotion chez les gens? On est en retard, hein, je vous le dis tout de suite, sur le timing. Après, Oui, ils sont pensifs. Et donc, en fait, effectivement, et ça démontre quelque chose, ils ont tous en commun aussi l'intérêt et l'écoute. Et vous voyez aussi que Martine Aubry, elle a la main sur le menton, ça veut dire en plus je vais parler. Dès que je peux, je vais prendre la parole en fait. Bon, bah tant mieux si c'est pas grave pour le timing. Et alors là aussi, c'était pour voir quelle émotion vous pouvez voir rapidement comme ça. C'est vraiment l'histoire de dire, bien sûr, moi, quand je vois des choses comme ça, je m'arrête pas à une jambe croisée. Mais mine de rien, ce qu'il faut voir, c'est à quel moment ça intervient, dans quel contexte. Ça, regroupé avec d'autres indices, qu'est-ce que ça va donner en fait? Voilà, être fermé. Et là, ce qui est important, c'est que si par exemple vous êtes avec des amis et vous croisez les jambes, vous êtes en barbecue, c'est pas grave du tout. Maintenant, par contre, des fois en entretien ou en tout cas quelque chose de sérieux, personne que vous connaissez pas, des fois ce qui est important, c'est finalement pas ce que l'autre pense, c'est ce que vous renvoyez vous. Enfin, ce que justement, c'est l'important, c'est ce que l'autre pense et c'est pas ce que vous pensez renvoyer. Et des fois, il y a un décalage énorme. Vous avez croisé les jambes parce que vous étiez à l'aise et lui, il se dit, oh là là, elle est très opposée à cette idée. Et c'est une catastrophe. Et j'ai vu un extrait donc d'un livre qui dit que sur 2000 négociations, il y en a zéro qui se sont bien conclues avec les jambes croisées. Alors que cette expérience a été renouvelée sans les jambes croisées. Ça n'a pas du tout fait ça. Donc c'est vrai que ça veut dire que de toute manière, ça va engendrer quelque chose de négatif chez notre interlocuteur. Et c'est la même chose, les bras croisés. Alors ça touche vraiment à la survie. Là, on est vraiment sur Darwin, sur des choses vraiment où cacher ses mains. On est en face. Tout de suite, il y a les loupiottes un peu du danger qui s'allument. Et là, on voit la dernière photo à droite. Il y a cette opposition qu'on voyait un peu tout à l'heure avec la bouche fermée de la colère. Et de nervosité, oui, ça peut être ça. Et oui, ça peut être aussi révélateur de ça. Et en tout cas, ça va provoquer plutôt des sentiments assez négatifs chez la personne en face. Donc moi, je sais que j'essaye de faire attention. J'ai tendance à vite croiser les jambes. J'essaye de les décroiser quand je me dis que c'est pas le bon moment. Et alors là, vous avez quelque chose, je pense, qui est facile à reconnaître. Toutes ces photos montrent le même état d'esprit un peu. Carrément, ce geste que vous voyez là, vous pouvez pas le faire. Euh, En fait, si vous voulez être président, vous ne pouvez pas ne pas faire ce geste, c'est pas possible. Faut faire ce geste pour être président. Ça veut dire vraiment, je suis vraiment là. C'est moi qui suis bien placée là. Je suis autoritaire, j'ai confiance en moi. Et presque au-dessus de moi, c'est le soleil. Voilà. C'est donc l'autorité, le contrôle. Remettre sa cravate, c'est moi le chef. Alors, ça peut être un tic, mais voilà, c'est un début de manspreading quand même, en fait. Là, il y a Batman, les mains sur les hanches. Bien sûr, si vous faites ça à un moment donné, vous venez de gagner. C'est cool d'avoir confiance en soi. Après, il faut faire attention. Mais c'est plutôt des gestes plutôt positifs parce que ça va montrer une confiance, une autorité, une assurance. Il faut faire attention à ne pas en abuser. Là, par exemple, on voit M. Sarkozy lever le doigt. Tant qu'il reste comme ça va à peu près. Ça montre une énorme autorité. Il ne faudrait surtout pas qu'il le pointe vers quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention. Là, c'est beaucoup plus dur, je pense, à trouver. Euh,
Surtout que le monsieur, madame que j'ai mis ne représente pas ce que j'ai. Mais je trouve que c'est parlant quand même. Je trouve ça plus dur à trouver. Mais si vous regardez le président Trump, il y a un petit indice. Vous essayez de faire, vous savez, comme les livres d'images quand on avait quand on était petit, où on peut séparer le haut du visage, par exemple, et le bas du visage. On a par exemple une tête de crocodile et un bas de canard. Bon, bah là, c'est pareil. Vous essayez de regarder le haut de son visage et le bas. Et vous vous rendez compte qu'il y a un problème entre le haut de son visage et son bas de visage. Soit il devrait être content, donc en haut aussi, soit il devrait être gêné. Il doit être, enfin, plutôt en haut, on va dire inquiet, mais en bas aussi, et ça va pas. Et du coup, il faut qu'on reste cohérent dans son visage, normalement. La gauche va avec la droite, symétriquement, à peu près. Le haut avec le bas. Là, il souffre en haut, il est content en bas. Donc, tout ça, ça montre que c'est une posture et qu'en fait, il n'est pas bien. Donc tout ça, c'est en fait, c'est le malaise, c'est la gêne. Là, vous voyez Nicolas Hulot avec la langue entre les lèvres, ce petit sourire gêné, ou alors les mains devant la bouche. Ça, ce sont des gestes qu'on appelle aussi les mains devant la bouche. Ça fait partie des gestes de réconfort. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, se caresser un petit peu la main, c'est comme quelqu'un qui va se bercer un petit peu en s'endormant ou se bercer dans mon fauteuil. Moi, je sais que j'ai tendance à ne pas, on s'en rend absolument pas compte, hein, généralement qu'on fait ça. Mais moi, je sais que quand on me dit quelque chose qui m'a attristée, je peux faire cette espèce de je m'auto-berce. Ça m'est arrivé un tout petit peu faire ce geste de balancier. Et en fait, ces gestes, ce sont des gestes de réconfort, à mon avis, auxquels il faut prêter une grande importance. Ils peuvent, vous allez voir, arriver très vite parfois. Et je pense qu'ils en disent très très long. Donc là, je vous disais, on a parlé des autres. Je pense qu'il faut faire attention aussi, comme je vous disais, le côté communicant avec nous-mêmes. Parce que bien sûr, si on détecte ça chez les autres, ça veut dire que nous-mêmes, ben, on est pareil, hein, on laisse autant de traces, on laisse autant de messages. Et il y a des fois, pour bien communiquer ou pour bien se sentir avec soi-même, eh ben, c'est agréable de cacher une information. C'est agréable Là, je vous ai mis des images pour vous montrer que tout simplement, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui vous répugne, qui vous terrifie, ben, c'est bien de garder la poker face, de pas vous montrer votre peur, votre désarroi à ce moment-là. Ou se fondre dans la masse, par exemple, si vous êtes un peu timide. Là, vous êtes dans une réunion où il y a beaucoup de monde. Bon, bah, vous essayez de faire une tête un peu neutre, comme au spectacle, où par exemple, vous avez la chance, vous avez un risque d'être pris sur la scène, vous faites tout petit, vous faites la poker face pour que ça soit surtout pas vous. Bon, moi, j'avais essayé, puis finalement, je m'étais retrouvée à danser sur Cats, une comédie musicale. J'avais pas dû faire ma poker face assez bien, je devais être collée au fauteuil. Il a dû se dire, c'est drôle de la prendre elle. Et en fait, il y a plein de situations où ça peut nous être utile. Et le joueur de poker, c'est vrai qu'il est entraîné à la faire beaucoup, beaucoup, parce qu'il sait que sinon, il va donner énormément d'informations avec son visage. Donc l'idée, c'est d'arriver finalement que tout le monde arrive à faire cette espèce de poker face du joueur de poker avant de s'adapter, comme le caméléon. Pour moi, c'est une manière de réagir, de dire je vais me mettre dans ma bulle. Et comme ça, voilà, c'est cette manière de se dire euh, ben, je me cache, mais je viens de recevoir une information qui me plaît pas, ou en tout cas, je veux pas qu'on me démasque à ce moment-là, je veux pas qu'on voit quelque chose, et je viens de ressentir quelque chose de fort, donc je veux le masquer. Et comme c'est très très dur parce que je suis un humain, et ben, il faut pas croire que je suis un surhumain et que je vais pouvoir cacher. Et donc, du coup, autant se dire, je ne suis qu'un humain, justement, alors je vais me protéger, je vais mettre un bouclier devant moi, et ce bouclier, c'est une transition. Pour moi, c'est une espèce de bulle. Je me mets derrière et je fais la tête, certainement. C'est un peu Madame Tussaud, c'est un peu une tête de psychopathe. Au poker, évidemment, ça peut durer longtemps, donc c'est inquiétant dans la vie. Mais dans la vraie vie aussi, je trouve que malgré tout, il vaut mieux passer par cette étape de transition, par cette poker face, que de faire peut-être une tête apeurée ou montrer des signes de colère, comme on a vu, évident. Je pense que des fois, bah, vaut mieux faire l'autruche. Voilà. Et ça peut être intéressant. L'idée, c'est d'encaisser finalement l'information qu'on vient de recevoir et après de camoufler la digestion, parce que de ne pas sous-estimer le fait qu'il y ait une digestion pour tout le monde, que même les présidents, tout le monde se sont fait avoir à un moment donné, hein, Clinton et tutti quanti,
Pourtant, ils étaient forts, hein, mais il y a un moment donné, le corps peut nous trahir. Donc, je me dis, autant déjà, finalement, le reconnaître s'en rendre compte. Là, je vous ai mis une photo d'un homme que je ne connais pas et de moi en poker face parce que j'en trouvais pas forcément beaucoup parce que je suis plutôt quelqu'un de joyeux et du coup, je la faisais pas souvent. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, moi, je sais que quand je rentrais dans cette phase-là, je voyais plus rien, hein. Là, les yeux, ça devient trouble et il se passe plus rien. On arrête, le cœur arrête un peu de battre. Donc c'est super. Ah, merci pour le nom. Oui, en plus, il est super connu. Et, et je sais que quand j'étais dans cette posture-là, je me suis toujours dit, bon, bah, si on bluffe, à un moment donné, la respiration va revenir, ça va se voir, enfin, les épaules, c'est vraiment très dur de garder cette posture-là longtemps. Donc, entraînez-vous peut-être à la garder 5 secondes en face du miroir, en train de regarder peut-être une vidéo qui vous surprend, n'importe quoi, et d'essayer de rester neutre. Et vous allez vous rendre compte que les gens ne restent pas neutres, en fait. C'est très, très dur. Et ça nous arrive au poker de devoir rester comme ça 8 minutes. C'est vrai qu'on a envie de s'enterrer, quoi. C'est terrible. Et alors, il y a un écrivain qui parle de poker qui s'appelle Mike Caro, qui nous a dit aussi, finalement, le langage corporel, c'est pas que physique, c'est aussi les sons. Et il appelle ça Sounds of Sorrow. Moi, je dirais c'est Sounds of au secours, en fait. C'est ça, ouais. C'est horrible. Parce qu'en fait, j'ai vu récemment, vous voyez, surtout avec le confinement et tout, c'est beaucoup arrivé. Euh, on s'est retrouvé beaucoup en remote sur Zoom et tutti quanti. Et les gens, donc, ils se disent, bon, des fois, ils oublient la caméra, c'est encore pire, mais des fois, ils savent pas aussi, ils font pas gaffe à leur voix, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font de temps en temps? Eh ben, tu as l'impression que tu manges avec eux, que tu es, juste à côté d'eux, dans leur gorge. C'est horrible. Ils sont là, ou ils tournent la page, ils font. Mais en fait, c'est horrible et c'est super désagréable pour la personne en face. Donc, c'était juste pour vous dire, on s'en rend pas forcément compte, mais on fait des espèces de schlur, gluc, gluc, et c'est un peu répugnant. Voilà. Donc, on peut éviter. Et, euh, et je pense que c'est un tout petit tips, voilà, pour dire les tels, comme je vous disais tout à l'heure, les signes qu'on peut repérer, et ben, ça arrive aussi. Alors oui, alors ça arrive voilà. Mais alors, il faut s'adapter au pays où tu es. Mais ici, tu vois, ben, t'es pas obligé, t'es pas obligé de boire pendant que tu fais ta présentation, tout ça. Faut pas oublier les autres. Voilà. Et c'est aussi pour dire finalement, ce genre de choses, ça veut dire quelque chose. La personne qui fait éthique au bout d'un moment, Mike Caro, il appelle ça Sounds of Sorrow parce que ce qui fait au bout d'un moment, bah t'as tiqué en fait, c'est pas pour rien. Ça veut dire quelque chose, donc fais attention à l'interprétation. Là, c'était pour vous dire que du coup, pour les premiers contacts, dans l'idée, il faut essayer de séduire rapidement parce qu'apparemment, on est jugé en 30 secondes. Donc, bon, vous avez compris, faut enclencher le chrono, quoi. Même au téléphone, hein, vous essayez de garder la voix qui rigole et tout. De regarder dans les yeux. Et là, c'est pas pour rien que vous voyez, il y a beaucoup de jouets qui ont les yeux surdimensionnés comme ça. C'est parce que ça nous plaît beaucoup plus finalement. Ça attire beaucoup plus les humains que, qu'un autre jouet. On aime les pupilles dilatées, ça veut dire qu'on est content, qu'on est plutôt excité de manière positive, énergique, et on va aller plutôt vers ça. Et là, on voit donc, l'idée, c'est de très vite, sans rentrer bien sûr dans la manipulation, c'est d'imiter un peu, un minimum, la personne qui est en face de nous. Donc, ça veut dire juste essayer de ne pas être le phare dans la tempête. La personne, tout le monde est habillé en costard. Si vous pouvez ne pas être en tongs, et ben finalement, là, on se dit, on comprend très vite, bah, c'est pareil. Si la personne a fait plein, 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 plein de grands gestes et que vous êtes très, 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 très timide, et ben essayez d'aller vers elle, d'essayer d'être un peu plus comme elle, c'est se mettre en fait en empathie aussi avec elle, sans la singer en fait. Et là, pour vous dire que tout ça, finalement, une fois qu'on fait attention à tout ça, il faut se faire confiance, donner confiance aussi croire en son instinct. On l'avait quand on était enfant, parfois on le perd en étant adulte. Et je pense que de temps en temps, il faut lui refaire confiance. L'analyse, en fait, après, c'est cool, mais parfois déjà, on n'a pas le temps de l'analyse. Donc le cerveau, il nous livre finalement un instinct, ben, c'est peut-être mieux que rien. Et l'analyse, elle n'est pas forcément mieux que l'instinct. Et des fois, je me dis au moins se poser la question, se dire pourquoi j'ai eu cette idée-là à ce moment-là, pourquoi, tiens, j'ai pensé ça, tiens, j'avais coché ce QCM, tout comme ça, pourquoi j'ai changé d'avis. Ça peut être intéressant de se demander. Et Paul Ekman, il nous dit encore quelque chose d'intéressant. Il avait vu donc les émotions
qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des émotions universelles, la colère, la tristesse, tout ça. Donc il a été partout, il a vu que c'était tout le temps pareil. Euh, il a vu aussi autre chose, c'est que il existait des micro-expressions. Ça, il l'a vu assez sur le tard, on va dire. Et ça veut dire que finalement, il y a des expressions, comme on a vu tout à l'heure, la colère, la tristesse, tout ça, mais qui peuvent rester très très peu de temps sur notre visage. Donc elles vont être super dures à détecter et quasi impossibles à masquer, puisqu'en fait, elles vont durer moins d'une seconde. Ça peut être un 25e de seconde. Donc je sais pas si vous voyez, mais un 25e de seconde, c'est genre une image sur un film. Donc là, avant de le voir, c'est compliqué. Mais en fait, au poker, on est très entraîné à ça, puisqu'il y a des fois, on reste 6 heures sans jouer. Enfin, quand même pas, là, faut espérer que non. Mais en jouant très peu, ça peut arriver. Et à regarder beaucoup les autres. Et du coup, on peut voir un peu la fluctuation qui pourrait arriver. Et les micro-expressions, c'est ça, c'est un peu quand le corps diffère trop de ce qui va autour, de ce qui va avec le langage, les mots dans ces cas-là. C'est un peu considéré comme c'est un peu le chant des sirènes, c'est les violons. Le corps, s'il dit autre chose, si je te dis je suis super content et que mon visage n'est pas content, tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se trouve qu'en état de stress, qu'est-ce qu'il a vu Ekman? Quand notre stress est au maximum, ça va être très très dur de réprimer ce genre d'expression. C'est pour ça que par exemple les acteurs, moi très souvent maintenant, je me dis, je les trouve tous très mauvais parce que la plupart du temps, bah, ils peuvent pas simuler les micro-expressions. Il y a toujours un moment où ils sont pas assez expressifs en fait. Et, euh, et donc ces micro-expressions, tout le monde en a. Moi, je vous invite à regarder un peu sur des films de vacances où vous apparaissez, sur n'importe quoi où vous pouvez vous voir, où vous pouvez aussi voir les autres que vous connaissez déjà. Vous allez en trouver chez tout le monde, vous devez en trouver chez vous-même aussi, et essayer de peut-être travailler dessus éventuellement. Dans un miroir, c'est plus dur à voir parce que évidemment on se voit en live, donc on va faire attention. Mais c'est très désagréable hein, d'ailleurs de se regarder, mais vous allez voir que il y a parfois, si vous voulez, je pourrais facilement vous donner des vidéos là-dessus où on les voit, et il faut vraiment faire pause au bon moment. Mais il se trouve que quand on les a vues, elles sont vraiment très révélatrices, elles veulent dire quelque chose. C'est plus fiable qu'un détecteur de mensonges, quoi. T'as vu ça, t'as pas juste dit là personnellement ou non, tu t'es dit elle a ressenti là un gros pic. Pourquoi? Maintenant, il va falloir un peu enquêter sur le pourquoi, bien sûr. Et donc ça, c'est assez fort. Et je voulais terminer sur quelque chose que je trouvais rigolo comme comparaison avec le poker aussi, c'est que Mac Caro, qui avait donc, j'avais vu plus loin avec vous aussi, je vous en ai parlé aussi, il a dit autre chose. Il a dit au poker finalement, strong égale strong, weak égale weak, et des fois strong égale weak et weak égale strong. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il le dit pour le joueur de poker, mais moi, je sais que entre joueurs, on se le dit souvent dans la vie. Ah ouais, lui, il est vraiment strong égal weak. Lui, il m'a fait un gros weak égal strong, et ça résume bien la situation généralement. Et en fait, vous voyez, en fait, le strong, en fait, ça veut dire que c'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, c'est pas manichéen. Tout le monde n'est pas soit strong égal strong, soit weak égal weak. C'est juste pour dire, on va passer par des états. Là, je l'ai comparé à de la nourriture parce que déjà, je suis française et j'aime la nourriture. Mais pour moi, c'est parlant de dire, voilà, strong égale strong, ça veut dire à un moment donné, cette personne, elle va avoir, par exemple, je sais pas, une paire d'as et elle va sourire. Bah oui, strong égale strong, parce qu'en fait, elle montre un signe fort, bah c'est normal puisque elle a une paire d'as. Ou alors c'est normal vu qu'elle vient d'avoir son bac. Ok. Donc là, dans cette photo, il y a un strong égale strong. Le strong égale strong, c'est facile. Il te montre, c'est quelqu'un qui te montre de la force et qui est vraiment fort. Pour moi, dans ces photos, c'est le gâteau au chocolat. Pour moi, le gâteau au chocolat, il a l'air fort et je pense qu'il est fort, hein, il a l'air bon, quoi. Maintenant, t'as le weak égale weak. Lui, il a l'air dégueu et il est dégueu. Et en vrai, dans la vie, donc, ça peut être quelqu'un qui te dit un truc vraiment, je suis désespéré, et il est vraiment désespéré, il a l'air triste et tout. Ouais, voilà, c'est. Bon, bah là, je trouve c'est un peu le sandwich. Il annonce rien de bon, il est pas bon. Voilà. Après, le strong égale weak, c'est le McDo, là. Bon, sans dire de marque. Là, il te montre une pub où super strong, mais dans la réalité, il est super weak. Et ben ça, il faut voir que les gens font pareil. Je vais vous montrer très vite pourquoi après. Et les pâtes, moi, c'est ce que j'aime bien. En italien, on dit brutti ma boni, ça veut dire c'est moche, mais c'est bon.
elles peuvent être bonnes. Voilà. Elles peuvent être bonnes en fait. Donc, faites attention à, en gros, ça veut dire quoi? Faites attention à la réalité, faites attention à ce que vous voyez. Et souvent, finalement, il ne faut pas aller chercher bien loin, il faut aller chercher à l'inverse. Et c'est pour ça que ma relation, en fait, avec les pâtes ont pas l'air, oui, c'est ça. Et parce que je dis ça, j'ai mis des pâtes parce que je me suis dit récemment, j'ai proposé un gratin de macaroni à mes invités, ils ont fait une tête, on aurait dit vraiment que je leur amenais un jambon beurre. Et ils ont été super rassurés en goûtant parce qu'en fait, j'avais mis 3 fromages et tout, mais ça se voyait pas. Et au poker, c'est pareil. Il y a des fois, si quelqu'un a paire d'as dans les mains, c'est la meilleure main au poker. S'il a 7 et 2, c'est la pire main. Il se trouve qu'au poker, quelqu'un qui, par exemple, va trembler, eh ben, on peut se dire, il tremble, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Ok, il n'est pas bien, il a quoi? 7 et 2. Ça représente, donc on va se dire, il est peut-être weak. Et en fait, non. Parce que là, c'est là où on va se dire, il faut penser weak égale strong, parce qu'en fait, le tremblement, on n'a juste pas bien analysé. Et ça veut dire, il a tremblé parce qu'en fait, c'est l'adrénaline. Et c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pour dire plutôt, il y a des signes trompeurs. Par exemple aussi, quelqu'un qui va boire un coup au milieu d'une réunion ou au milieu d'un coup de poker, alors qu'il parle d'un truc super sérieux, c'est super mauvais signe. Il est en train d'être mal à l'aise. Donc là, on est plutôt dans le weak equal weak. Il est en train de montrer de la faiblesse. Donc c'est un énorme signe pour la personne en face. Donc tous ces exemples-là, en fait, ça peut dire, voilà, à un moment donné, si je dis à quelqu'un, oui, voilà, en fait, c'est une manière en fait d'exagérer, de montrer que soit finalement la personne est sincère, donc voilà, elle montre de la faiblesse, elle montre de la force, soit il y a des fois quand elle veut montrer l'inverse, quand elle veut biaiser, qu'elle pense qu'elle a fait le cours Florent et qu'elle est forte, et ben là, elle va montrer l'opposé. Voilà. C'est de dire, bah non, comment il est le nouveau stagiaire? Ah bah il ressemble à James Bond. Ouais, non, c'est non, par contre, ouais, enfin, en vrai, il ressemble à James Bond, mais je vais dire, il est défiguré. Et là, genre, je vais en faire trop. Parce qu'en fait, on sait pas bien mentir, on sait pas bien jouer la comédie, donc on va aller à l'opposé total. Et au poker, c'est beaucoup ça. Moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un avec les as en face de moi, qui saute sur ta table pratiquement en me disant, oh, mais j'ai jamais de jeu, j'en ai marre de jouer. Et ben alors là, toutes les lanternes s'allument. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait en fait, lui? Parce que s'il a une main moyenne, il fait jamais ça. Qu'est-ce qu'il met dans cet état-là? Et il va pas nous faire quand même, il va pas nous dire sa main. Donc il est en train de nous faire un truc bizarre. Et c'est pour vous dire qu'en fait, il faut pas aller chercher trop loin. La plupart du temps, c'est carrément l'inverse. Donc voilà, et donc là, c'était juste une petite diapo pour vous dire un peu mes inspirations avec Darwin. Il y a un peu de tout là. Darwin, c'est quand même un peu le premier qui parle de ça, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. France Deval, c'est L'âge de l'empathie, c'est un très beau livre qui va comparer pas mal de choses du monde animal aussi. En fait, c'est un peu des histoires un peu jolies du Darwin moderne. Paul Ekman, je l'ai cité plusieurs fois. Caro, bah, c'est pas mal sur le poker. Et Joe Navarro, je vais vous terminer d'ailleurs par vous redemander ça. Euh, Joe Navarro, il a dit un truc rigolo. Lui, il bosse pour le FBI et tout. Il est à la direction comportementale. Enfin, ça rigole pas du tout. Il bosse avec l'armée aussi américaine. Il a dit, qu'est-ce qui, à votre avis, quelle partie du corps en dit le plus sur nous? Quelle est la partie du corps qui peut nous trahir, parle le plus de nous, à votre avis? Et là, j'avoue, c'est pas facile. Enfin, tu te dis, ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de... Les yeux, c'est vrai qu'on se dit le miroir de l'âme, voilà. Mais en fait, il faut savoir que les yeux, le sourire, c'est un peu ce que j'essayais de vous dire rapidement tout à l'heure, et c'est habitué à bluffer, tout ça. Donc il y a quelque chose que vous pouvez peut-être trouver qui est plus caché, en fait, que ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il parle beaucoup, parce qu'il se sent un peu caché. Et donc, en fait, eh ben, c'est les pieds, contre toute attente. Et en fait, vous pouvez faire l'expérience, hein. Vous regardez avec un client, avec quelqu'un, même quelqu'un qui drague quelqu'un d'autre dans le métro. Vous regardez où met les pieds, où la personne met les pieds. Et si les pieds sont dirigés vers la sortie, tout simplement, c'est un réflexe, ben, elle veut partir, elle n'en peut plus. Voilà. Et donc, bah, ça veut dire beaucoup, en fait, parce que c'est encore une fois un réflexe assez primaire. Et donc, finalement, on peut voir comme ça, si la personne, et moi, quand je fais des conférences en physique, j'essaie de voir, c'est pas que j'essaie d'ailleurs, mais je pense que si les gens regardaient, ils verraient que mes pieds sont orientés vers eux, parce que je me sens bien et que j'ai pas envie de les quitter. Et si quelqu'un est pressé, ben, il va avoir les pieds dirigés vers la sortie. Donc, il nous dit, c'est là que finalement, on va beaucoup révéler de nous-mêmes
Alors évidemment, c'est pas évident de voir les pieds des gens tout le temps, hein. Mais moi, ça m'est arrivé au poker, en tout cas, de faire semblant de faire tomber quelque chose pour voir les pieds d'un adversaire pendant un coup. Voilà. Donc je termine sur les pieds, hein. Mais faites attention donc aux pieds de vos prochains. Et observer, je pense que c'est intéressant de passer en mode observation active pour autrui et sur soi-même. Voilà. Donc excusez-moi pour la longueur, hein. J'ai rajouté des diapos, j'en ai enlevé et au final je pense que j'en ai rajouté plus qu'enlevé. Bon, bah, merci beaucoup pour la conférence. En tout cas, c'était très intéressant. Hop. Ben, merci à vous et de votre temps. Il n'y a pas de souci pour le débordement. De toute façon, vu qu'il y avait personne après, c'était pas trop gênant. Oui, sinon j'aurais